Précédemment, l'amiral Bator s'apprêtait à annoncer quelque chose. Bon, il s'est passé d'autres trucs aussi. Si vous voulez savoir quoi, matez l'épisode précédent. Lancez la vidéo suivante. À vos ordres, amiral. Et renseignez-vous sur la vie de cet homme. Moi, je vais écouter de quoi cet énergumène nous parle. À vos ordres, amiral. Bien, donc après avoir parlé de Man of Steel, nous enchaînons avec Batman v Superman, l'aube de la justice. Et comme pour Man of Steel, les spoilers seront légion. Si tu ne veux pas tout savoir de ce film, si tu ne l'as pas vu, ne poursuis pas la lecture de cette vidéo. Enfin, je retrouve le Snyder que j'aime, mais qui, comme à chaque fois que quelqu'un a une manière particulière de faire, ne plaira pas à tout le monde. En effet, la réalisation est lourde, insistante, autant au niveau visuel que sonore. Voilà, on se sent un peu écrasé par ce déluge d'effets. Et pour ma part, ça me plaît bien, surtout que c'est cohérent avec le combat de titans qui s'annonce. Il s'annonce pendant une bonne heure et demie quand même. Mais donc, Zack Snyder est enfin de retour et ça se voit. On commence d'ailleurs par le générique aux accents de Watchmen, les plans au ralenti, les contre-plongées, les inserts avec les crédits du générique présents dès le début du film. On a aussi des scènes de combat très bien chorégraphiées, claires, notamment un long plan de combat de Batman contre l'armée de Superman à la Sucker Punch. Ça y est, Snyder a les choses en main. Vraiment ? Eh bien, il semble que non. On assiste malheureusement à une succession de scènes auxquelles il manque un liant pour harmoniser le tout. Et ce qui m'a le plus interloqué, ce sont d'ailleurs ces cuts noirs qui interviennent à certains moments. Alors, faute de Snyder, de la production qui a tranché dans le montage, un peu des deux je pense. Il est vrai que la production de ce film n'a pas été des plus simples et des plus calmes, et c'est peu de le dire. DC se sait à la traîne vis-à-vis de Marvel et essaye parfois de mettre la charrue avant les bœufs, ce qui peut donner des choix un peu étranges. Mais sans doute aussi que Snyder s'enferme dans une méthode et dans ses propres clichés qui vont finir par lui nuire. En tout cas, c'est assez perturbant. On passe d'une scène à l'autre sans forcément voir le rapport ou en ayant la sensation d'avoir loupé quelque chose. Batman v Superman étant le premier enjeu, l'aube de la Justice League étant le second. Tu vois, c'est bizarre, hein. Bon, je te remets le morceau de montage que t'as loupé. On passe d'une scène à l'autre sans forcément voir le rapport ou en ayant la sensation d'avoir loupé quelque chose. Ce montage sauvage se ressent encore plus avec les insertions sans vaseline des scènes liées à la Justice League, et donc au futur film à venir. Car l'autre enjeu de Batman v Superman, au-delà du choc des héros... F3X, le choc des héros. Pardon. L'autre enjeu, donc, est bien l'introduction des futurs super-héros de DC au cinéma. Batman v Superman étant le premier enjeu, l'aube de la Justice League étant le second. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, les scènes en elles-mêmes sont visuellement bien fichues. Elles sont vraiment agréables à regarder et il en est de même pour les scènes consacrées à la future Ligue de Justice. Mais elles sont vraiment branchées à l'arrache, oh mon dieu ce mime formidable! Mais donc elles sont vraiment branchées à l'arrache et surtout elles ne pourront parler qu'à ceux qui connaissent vraiment l'univers DC, sinon tu bites absolument rien à ce qui se passe. Mais assez parlé de réalisation, entrons dans le vif du sujet, dans ce qui a déchiré l'internet des geeks en deux dès la sortie du film. Les choix qui ont été faits quant au traitement des personnages. Et on commence tout de suite par le traitement de Batman, sans doute le personnage qui a le plus déchiré les foules lors de la sortie du film. Batman est un criminel aux yeux de la loi qui officie dans l'ombre depuis 20 ans. Pire, dans ce film, on voit clairement qu'il dépasse les bornes. Il se fiche littéralement des dommages collatéraux et n'hésite pas à faire exploser des voitures de terroristes. Et donc, à les tuer. Certains diront indirectement, mais Batman tue? Mais il est pourtant de notoriété publique que Batman ne tue pas, que c'est son code d'honneur. Comment ça, il y a des exceptions? Non, Batman ne tue pas. Point. Et enlevez-moi ces images! Guns don't kill people. I kill people with guns. How? Bon, les scénaristes David S. Goyer et Chris Terrio ont choisi, hormis le flashback sur l'assassinat de ses parents, de ne pas montrer le passé de Batman. En même temps, tu me diras, depuis le temps et depuis tous ces films, tout le monde le connaît. Eh bien... oui et non. Ok, tout le monde connaît Batman, mais personne ne connaît ce Batman. Et il faut donc faire attention à chaque ligne de dialogue pour comprendre que ce Batman-ci n'a très certainement pas toujours été aussi expéditif. Ça fait 20 ans qu'il est en activité, c'est énorme. 20 années remplies de tragédies, comme en témoigne le costume de Robin souillé par le Joker. Pas étonnant que Batman ait fini par avoir une morale de plus en plus ténue.
Une morale qui s'est définitivement effondrée avec l'apparition de Superman et la destruction de Metropolis. Désormais, la fin justifie tous les moyens. Alfred le lui fait d'ailleurs remarquer pendant le film, Batman a de nouvelles règles. Goyer, Nolan et Snyder n'ont jamais caché leur envie de s'inspirer très librement de The Dark Knight Returns. On peut s'en assurer dès l'ouverture du film. À l'instar de Watchmen, Snyder reprend parfois case par case le comic book d'origine pour composer ses plans. Donc oui, un Batman qui tue, voire qui utilise des armes à feu, dans cet univers cinématographique froid à tendance réaliste, ça en devient logique, on reste cohérent. Un Batman qui tue, même si c'est arrivé plusieurs fois dans les comics, c'est loin d'être canonique et ça continuera à choquer mon petit cœur de fan. Et la fin du film nous fait clairement comprendre que Bruce admet qu'il a dépassé les bornes. Il avoue en effet à Diana qu'il a été indigne de Superman, et lorsqu'on le retrouve face à Luthor, il décide de ne pas le marquer au fer rouge, Batman s'est assagi. En tout cas, Bruce Wayne pourra toujours compter sur Alfred qui reste la voix de sa conscience, dans un aspect proche de celui abordé dans le récit Batman Terre 1, une sorte d'ancien soldat cynique qui ne peut s'empêcher de sortir quelques piques cinglantes dont lui seul a le secret. Pour moi donc cette vision de Batman est plutôt intéressante et novatrice, et elle est solide en termes d'adaptation cinématographique. Tout était librement mais néanmoins clairement adapté de The Dark Knight Returns, mais aussi du Batman de l'âge d'or, le premier, celui des origines, beaucoup plus implacable. Je me pose simplement la question de savoir si j'aurais pas préféré connaître ce Batman dans son propre film avant de constater son pétage de câble dans Batman v Superman. La tension dramatique aurait sans doute été plus forte du fait qu'on connaisse avant son caractère. Mais bon, Batman, je t'aime. J'aime le pâté. Enough. Concernant Superman, ça va aller vite puisqu'au final il est tel qu'il a été défini dans Man of Steel. En tout cas, autant dire que l'homme d'acier s'en prend plein la gueule pendant ce film. On lui oppose le peuple, mais également 3 antagonistes, Batman, l'abomination de Hulk, Doomsday et le Joker. Je m'y perds, ok. Bon, je reviendrai sur ces 2 derniers super vilains plus tard. L'aspect messianique de Superman est plus que jamais au centre de l'intrigue et mis en confrontation avec son aspect humain. Car oui, enfin, il est en couple avec Lois Lane et s'efforce de mener sa vie de journaliste. Son aspect messianique est plus que jamais central car il finira par sacrifier sa vie pour tuer Doomsday, la représentation du péché de Luthor, l'humain qui a voulu jouer à Dieu. Et alors que durant sa vie, il divisait la population qui le considérait comme le sauveur ou bien comme une source profonde de problèmes, sa mort, elle, est inspirante, en premier lieu pour Batman qui se remet complètement en question. Il est sans doute dommage que la question du meurtre de Zod n'ait pas été abordée, mais si on y réfléchit, cette question est incluse dans ce que la sénatrice Finch reproche à Superman d'une manière générale. Coucou. J'ai appelé les collègues du Daily Planet. Partous? J'aurais préféré manger du pâté. Mais bordel, mais qu'est-ce que vous avez tous avec ça? Bon, et maintenant, pour incarner une nouvelle version de Lex Luthor au cinéma, nous voulions Heisenberg, nous avons eu Heisenberg. Personnellement, j'étais assez curieux de voir ce qu'allait donner un Lex Luthor plus jeune et plus chétif que celui qu'on a l'habitude de voir. Et pourtant, à croire que dès qu'on l'adapte au cinéma, on ne peut pas s'empêcher de faire passer Lex Luthor pour un fou. On ne peut s'empêcher de traiter Luthor comme il était traité dans les comics au début de sa carrière, une vision qui n'est plus utilisée depuis une bonne trentaine d'années, même dans les séries télé. Et je trouve ça étonnant parce que le film n'oublie jamais de nous montrer à quel point son équipe a voulu moderniser ses personnages dans leur traitement, et c'est d'ailleurs ce qui déchaîne tant les foules. Alors, pourquoi ne pas avoir fait de même pour Luthor? Mais au-delà de ce point dommageable, l'intérêt de ce nouveau Luthor est qu'il n'est pas juste fou et persuadé de son génie, il est réellement intelligent. Il a réussi à découvrir l'identité secrète de Batman et Superman, à trouver des informations sur les autres méta-humains de la planète ainsi que sur Darkseid et Apocalypse, et surtout, il a manipulé Batman pour l'amener à haïr Superman au point de vouloir le tuer. Oui, parce qu'il y a que dans certains comics que Batman est vraiment surdoué au-delà de toute vraisemblance. Ici, Batman reste humain, et donc manipulable. Seulement, plus on avance dans le film, plus Jesse Eisenberg, qui incarne Lex Luthor, cabotine. Il joue tellement le taré qu'on en vient à le confondre avec le Joker. Et c'est dommage parce que ses motivations et ses ambitions sont plutôt bien développées et travaillées. Le narcissisme du personnage est là. Alors quand aurons-nous enfin au cinéma un Luthor froid, inquiétant et réfléchi, à l'instar du Luthor d'Azzarello et Bermero, de celui écrit par Geoff Johns dans la série Justice League des New 52, ou même dans ce qu'il a fait sur Superman avant. Ou bien encore le Luthor de Jeff Lubb. Enfin, on va pas tous les faire, les exemples sont légion. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Okay, I'm here. How you doing this morning, Mr. Salamanca? Bon, alors je vais en parler aussi vite qu'on le voit dans le film, le troll du Seigneur des Anneaux. L'abomination de l'incroyable Hulk. Le monstre en synthèse de n'importe quel blockbuster de ces 15 dernières années?
Ah oui, voilà, Doomsday. Bah voilà quoi, il est gros, il est pas beau, il a des origines proches du Bizarro des comics, il fait des décharges d'énergie dont je suis absolument pas fan, sauf pour les derniers plans lors de la mort de Superman, et il faut attendre pas mal de temps avant que ses excroissances ne lui donnent une certaine allure. Mais la présence de Doomsday est tout aussi symbolique que le reste des éléments placés dans le film. Doomsday est l'entité qui a tué Superman dans les comic books. Donc pour faire mourir Superman au cinéma, il fallait que ce monstre en soit la cause. Mais du coup, ne le faire apparaître que 20 minutes pendant le film minimise à mon sens son importance. Sauf que le problème avec Doomsday, c'est qu'à part tout casser, il fait pas grand chose. Donc en faire le seul antagoniste de Superman n'aurait pu aboutir qu'à un film de baston de 2 heures, avec juste de la baston. Bif bof donc. Mais du coup, est-ce qu'il fallait quand même l'inclure dans ce film-ci, sachant que le sujet c'était le combat entre Batman et Superman? Bref, on a vu Doomsday, c'était plus ou moins bien fichu, passons. On dirait un énorme pâté de campagne. Manger. Mon dieu, tout ce running gag n'a aucun sens. Bon voilà, je crois que j'ai abordé tous les persos... Oui, parce que bon, s'il y a bien une chose qui a rassemblé presque toutes les personnes de bonne foi dans ce film, c'est bien la présence et le traitement de Wonder Woman. Je pense même que Zack Snyder en est amoureux. En même temps, illustrer des femmes qui se battent, il sait le faire. Ça doit être son petit kiff. Personnellement, les moments où elle fait la bagarre restent parmi mes scènes préférées du film. Gal Gadot est investie, crédible et magnifiée par la réalisation de Snyder. J'ai vraiment hâte de voir le film qui lui sera consacré, et d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche, je ne suis pas le seul. Il n'y a qu'à voir les visuels de certaines affiches, DVD et Blu-ray qui la mettent devant les deux autres Super Slip pour s'en assurer. Batman v Superman avec Wonder Woman au premier plan, ouais, Wonder Woman a plu. Et c'est pour ça que je ne ferai aucune blague sur le pâté avec elle. Tu as ma parole. Foi de canard. Allez, et pour finir, parlons de Martha. Non, je ne parle évidemment pas du personnage, mais de la résolution du combat entre Batman et Superman. Une résolution que beaucoup ont trouvée ridicule. Et je ne peux pas t'en vouloir si ça a été ton cas. On peut effectivement trouver la résolution de ce combat très artificielle, et encore plus si on ne lit pas de comics. Tu t'es peut-être dit ils sont pas foulés, appeler leurs deux moments pareils, c'est assez facile. Personnellement, au moment où Superman prononce la phrase « Tu le laisses tuer, Martha !» ma mâchoire s'est décrochée. Ça fait des années que je lis des comics et que je me dis que la coïncidence est intéressante mais qu'elle n'a jamais vraiment été exploitée. Et franchement, en matant Batman v Superman, je l'ai pas vu venir. Alors qu'après coup, oui, clairement, le film te rabâche en long et en large que la mère de Bruce s'appelle Martha. La scène d'intro dans laquelle Thomas Wayne laisse échapper le nom de son épouse avant de mourir est moins un rappel du traumatisme fondateur de Batman qu'une grosse préparation pour le spectateur dont le paiement se retrouve dans cette scène de baston Batman-Superman. Donc pour ma part, j'ai trouvé que la résolution du combat était pleine de sens, très forte, et amène surtout à une sorte d'électrochoc psychologique chez Bruce Wayne que Ben Affleck arrive vraiment bien à illustrer. Batman est complètement perdu. Le nom Martha arrive au moment où il s'y attendait le moins. La mort de ses parents est ce qui définit Bruce Wayne, Batman et sa croisade contre le crime. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend, toute sa vie est orienté en fonction de cet événement. Charles Foster Kane a son Rosebud, Bruce Wayne a sa Martha. Entendre le nom Martha va donc au-delà du simple nom. Superman devient aussi humain que Batman aux yeux de Bruce. Il n'est désormais plus simplement l'extraterrestre dont l'arrivée a causé tant de souffrance. C'est un symbole, comme tout ce qui se rattache aux super-héros en fait, et de surcroît aux super-héros de DC dans les comics, et même dans les films. Alors ok, dire que ça vient d'un comics, ça n'excuse pas tout, mais ça permet au moins d'expliquer certains points du film ou certains choix. Goyer, Nolan et Snyder sont amoureux des comics, et ça se voit. On notera d'ailleurs les remerciements à Frank Miller et Dan Jurgens, ainsi qu'à toute une flopée d'artistes comme Jim Lee, Carmine Infantino ou Jim Aparo pour ne citer que. Oui, tous ces auteurs de comics sont remerciés au générique, et ça c'est la grande classe. Alors oui, peut-être, sûrement que ça va un peu vite ensuite. Ça, je suis assez d'accord. Bruce Wayne passe du tout au tout, de la haine envers Superman à l'amitié, ou plutôt à un certain respect. Mais je suis persuadé que lorsqu'il dit à Martha Kent qu'ils sont amis, on en est à une touche d'humour assumée, un moyen de nous dire « on sait que ça va vite, mais il faut bien que le film avance ». C'est sans doute maladroit, mais dans le contexte de la scène, que Batman lui dise ça, c'est logique. Il va pas lui dire J'ai failli buter votre fils. Venez avec moi. » Oh bah oui. Bref, toucher à des icônes, c'est toujours risqué. Et certains puristes ou fanatiques sont tellement obnubilés par leur propre version du personnage qu'ils n'arrivent même plus à considérer celle des autres comme pouvant être valables. De par ses choix souvent osés, forcément le film ne pouvait que diviser. Et Batman v Superman a enflammé la toile d'une manière beaucoup trop violente. Il est temps d'exercer des calmez-vous. 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 En tout cas, s'il y a bien une leçon à tirer de leur affrontement, c'est que ta mère n'a pas intérêt à s'appeler Jocelyne.
Plus sérieusement, en dehors des passages qui concernent la Justice League, on a ici une vision autoriste marquée, une relecture des super-héros DC plutôt novatrice, mais surtout pas canonique. Et elle n'a pas la prétention de l'être. On a enfin de la nouveauté dans le traitement des personnages. Si tu voulais juste une actualisation visuelle et sonore d'une vieille histoire, bah t'avais qu'à regarder Star Wars 7. Alors, en fin de compte, que dire sur ce film pour conclure ? 2 idées principales en émergent. Ce film oscille entre prise de risque et maladresse. Prise de risque tout d'abord avec le traitement novateur au cinéma de certains personnages. Un Superman désavoué, un Batman expéditif et meurtrier, une Wonder Woman guerrière et mystérieuse, et un jeune Luthor torturé. Oui, il y a au moins ça d'original chez lui. Les auteurs de ce film ont essayé de surprendre les spectateurs en leur servant leurs idoles sous un angle qu'ils n'avaient jamais vu sur grand écran. Et en plus de ces traitements, on peut assister là à 3 heures de super-héroïsme hyper premier degré, très froid, avec très peu d'humour. Une manière de présenter les encapés d'autant plus risquée car Marvel a su s'imposer avec des films décalés, pleins de peps et de fun. Et à en croire la bande-annonce du prochain film consacré à la Ligue de Justice, la Warner a décidé de changer son fusil d'épaule en amenant une touche d'humour très marvelienne qui réconciliera sans doute beaucoup de monde avec la franchise DC au cinéma. Si bien qu'on peut se demander si l'omniprésence de Marvel au cinéma ces 10 dernières années, du fait d'un manque de concurrence certain, n'a pas complètement formaté le genre dans l'esprit du public. Car oui, pourquoi un film de super-héros, et les éventuels questionnements qu'il peut amener, ne pourrait pas se prendre très au sérieux ? Ce virage à 180 degrés montre donc que ces prises de risque ne s'avèrent pas toutes payantes. Pire, Batman v Superman compile pas mal de maladresses dont la plupart découlent de celle-ci, la création trop précipitée d'un univers partagé au cinéma. De manière difficilement compréhensible, la Warner a mis des plombes avant de se rendre compte que Disney Marvel était en train de salement les devancer. Même quand Man of Steel est sorti, ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils allaient faire de leur univers, multipliant les annonces de films sans réfléchir pour finalement revenir sur certains d'entre eux par la suite. Du coup, quand Batman v Superman a été lancé, la Warner est tombée dans le piège du « il faut qu'on rattrape notre retard » en un seul film. Conséquence, ce nouveau Batman nous est à peine présenté, les futurs membres de la Ligue de Justice nous sont balancés en pleine figure en plein milieu d'une histoire qui les concerne peu ou pas du tout, et le film en devient assez brouillon, surtout pour la majorité du public qui est à 1000 lieues de lire les comics dont sont tirés ces personnages. Mais alors, est-ce que ces maladresses en font un navet ? Bien sûr que non. Même si l'aube de la justice nous est imposée et que la maîtrise de sa narration est plutôt douteuse, Batman v Superman, lui, nous offre une histoire bien fichue et bien menée, aux enjeux multiples et aux thèmes philosophiques intéressants, avec de vraies prises de risque dans la forme et dans le fond. Mais est-ce que ces prises de risque en font un chef-d'œuvre ? Bien sûr que non, à cause des maladresses parfois grossières que j'ai citées juste avant. Le fait qu'il y ait eu un tel déchaînement autour de ce film et de la manière dont on peut adapter ou non un super-héros au cinéma, ça peut nous inciter à nous poser légitimement cette question: à qui appartiennent les super-héros ? Aux auteurs, à l'éditeur, aux lecteurs, aux fans ? Tu as peut-être un début de réponse ici. Mais juste un début. Cela dit, comme pour Man of Steel, ma subjectivité a pris le pas sur mon objectivité. Malgré ses défauts, j'adore Batman v Superman. Notamment la scène de Superman vue par les médias que je trouve bien écrite, magnifique et visuellement et dans son montage. De plus, la version longue comble quelques trous dans le scénario, harmonise le film et son rythme. Et pour encore plus de débats sur les personnages que sont Batman, Superman et Wonder Woman, je t'invite vivement à regarder cette vidéo que nous avons réalisée avec Armel, un pote à moi qui vient d'ouvrir sa chaîne. Au-delà du film, on parle surtout des personnages en eux-mêmes et de ce qu'en pensent les gens. Et en plus, il y a des vies. Bref, je continuerai à défendre ce film toute ma vie. Contrairement au film suivant de la franchise DC, Suicide Squad, dont tu peux voir mon avis ici. Voilà qui conclut ce Voilà de quoi je te parle numéro 13. N'hésite pas à commenter pour me dire s'il t'a plu, ou bien n'hésite pas non plus à débattre de ce que j'ai dit dans les commentaires. N'hésite pas non plus à partager la vidéo et à t'abonner, c'est important pour moi, c'est une phrase que t'entends souvent, mais c'est vrai, il y a vraiment que comme ça que tu peux faire connaître mon travail et me faire évoluer sur le web. Quant à moi, je reviens très bientôt avec de nouvelles vidéos. Même si tu peux attendre un moment avant le prochain épisode de Voilà de quoi je te parle. La raison ? Il est fort probable que tu l'aies après le générique de fin. Tu peux d'ailleurs rester au courant de mon activité via mes pages Facebook et Twitter, et tu peux même m'encourager via Tipeee. A très vite, je vous bise. Amiral Batman, Amiral Brut. Ah, vous tombez bien, c'est M&M's. Aïe. Pas vraiment, amiral. Je viens de finir de regarder sa vidéo sur un vieux film tombé dans l'oubli depuis des siècles. C'était diablement intéressant. Alors, Swims, qu'avez-vous appris sur lui ? Eh bien, il se nomme Valentin, ou V pour Valentin. À l'époque de la vidéo que vous venez de voir, ça fait presque 10 ans qu'il fait des vidéos sur le web. Ça fait 10 ans qu'il parle de super-héros ? Non, amiral, il a commencé par faire des montages simples et du lip-sync sur les 2 minutes du peuple de François Pérusse.
Gloire au dieu Pérus. Gloire au dieu Pérus. Valentin a aussi fait quelques sketchs, courts-métrages, web-séries, tout ça en amateur. Il touche à tout niveau vidéo. Ah, la vidéo. Ce médium tombé en désuétude depuis la grande évolution de l'imagerie du 28e siècle. D'après ce que j'ai compris, il veut amuser les gens et les faire voyager, mais aussi faire de sa chaîne YouTube une sorte de représentation virtuelle de son esprit, de son évolution, de ses pensées, de ce qu'il aime, et rendre tout ça cohérent. Si je peux me permettre, amiral, je trouve ça assez égocentrique. Pims, j'ai eu tort de vouloir supprimer cet homme de la réalité. S'il y a des problèmes dimensionnels, c'est entièrement notre faute. Laissons-le tranquille. À vos ordres, amiral. Eh ben, 10 ans sur Internet. Que faisions-nous il y a 10 ans, Snanus? Il me semble que nous étions en plein dans la crise des pilules rouges, amiral. Tiens donc, quelle coïncidence, c'est amusant. En tout cas, j'espère que ce Valentin a su fêter son 10e anniversaire de présence sur le web d'une manière amusante et distrayante. Eh bien, maintenant que vous le dites, amiral... Les origines de Batter et Smith. Une mini-série à découvrir bientôt sur cette chaîne.